Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Ipso à l'intérieur de vous. Bon, cette semaine, on se fait un épisode un petit peu plus chatty, un petit peu plus fun. Ça me tentait pas d'être trop rigide cette semaine, pour une fois. Donc, on va se faire un Q&A où est-ce que je vais répondre à vos questions. Pour les gens qui me followent pas sur Instagram en passant, faites le don @intipso parce que souvent, je vais poster des affaires exclusives, comme que ce soit des rabais, que ce soit les updates du ciel du moment, et aussi, des fois, les questions que vous pouvez me poser, que je vais répondre en podcast, justement. Fait que si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. Donc, première question. J'ai déjà dit ça il y a longtemps, mais ça fait un bout que j'en avais pas parlé, puis quelqu'un m'a demandé c'est quoi Ipso, comme qu'est-ce que ça veut dire? Puis Ipso, ça veut dire à l'intérieur de toi en latin, OK? Parce que je voulais pas avoir un compte juste d'astrologie. Au début, oui, bien sûr, je parlais d'astro, mais je parle aussi de mindset, puis je parle aussi de manif, puis tout ça est rassemblé, selon moi, dans le pouvoir qu'on a à l'intérieur de soi, notre pouvoir personnel de bien se connaître, puis de savoir qu'on est le créateur de notre vie aussi. Fait que oui, c'est un drôle de nom, puis c'est pas toujours facile à retenir ou à écrire, quand je dis ça à voix haute, là, des fois c'est dur. Mais reste que pour moi, c'est important d'avoir un nom quand même symbolique, même si, en passant, si vous êtes entrepreneur, it's not that deep, là. Pour vrai, des fois, faut pas stresser avec le nom non plus. Je trouve que c'est la qualité du service / les compétences de la personne qui font ressortir bien plus une entreprise que juste le nom. Mais quand même, Ipso est venu de là. D'ailleurs, il me semble que c'était ma mère qui m'avait dit de chercher des mots en latin ou comme d'essayer de traduire des idées que j'avais en latin. Je trouve ça intéressant parce que, voilà, ça fait des noms un peu spéciaux, ça fait quelque chose d'un peu original, justement, donc voilà d'où ça vient. Deuxième question pour les gens qui me connaissent bien ou qui m'écoutent depuis longtemps, ils le savent aussi, mais j'ai quand même des nouveaux abonnés là, qui sont pas au courant de c'est quoi mes placements à moi. Donc, vous le savez ou vous le savez pas, mais je suis Scorpion, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. J'ai Vénus en Balance, j'ai Mercure en Sagittaire, j'ai Mars en Vierge, ça c'est mon Big Six. Puis il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi si je pouvais changer quelque chose de mon thème astral comme un placement, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Puis honnêtement, je pense que ce serait le fait que ma lune est sur mon ascendant, là. Comme des fois, je rush avec ça. Peut-être le fait que ma lune soit conjointe Neptune aussi, je trouve ça un petit peu demandant. Parce que dans le fond, je suis une grosse hypersensible, et ça paraît dans mon front. Comme je peux pas cacher une émotion, je absorbe absolument tout ce qu'il y a autour de moi. Je suis très moody, j'y vais vraiment au feeling, comme mes intuitions, mes ressentis sont quand même forts dans ma vie, puis ça, je trouve ça fatigant pour vrai. Je dis pas que je voudrais être déconnectée, mais je trouve juste que c'est quand même intense de, dès que tu ouvres la porte de ta vie, là, l'ascendant, c'est un peu la fenêtre, en fait, à travers laquelle on regarde la vie, selon moi, mais j'ouvre la fenêtre, puis moi, j'ai ma lune en pleine face. C'est à 1 degré, de mon ascendant, Neptune aussi. Fait que bref, je trouve que c'est un peu rushant. Au niveau émotionnel, c'est lourd des fois. Je me sens super comme moody, ou j'y vais beaucoup au feeling encore une fois, et je suis très, très, très sensible. J'ai la larme facile. Fait que c'est pas mauvais, pis c'est pas quelque chose que j'aime pas, mais c'est quelque chose que si je pouvais mettre ça ailleurs, là, on dirait que ça m'aurait fait du bien. En même temps, je pense que c'est pour ça aussi que je ressens les autres facilement, que j'ai de l'empathie, que ce soit dans mon métier ou dans ma vie personnelle en gros. Fait que c'est pas mauvais, mais c'est quand même quelque chose qui est lourd à porter, je trouve. Pour tous mes gens extra empathiques, là, ou que leurs émotions sont écrites dans leur front, vous me comprendrez. Quelqu'un m'a demandé si, lorsque je datais, ou même avec mon chum, là, justement au début, si j'avais demandé sa date de naissance, comme j'avais regardé son thème astral ou pas. Puis guys, évidemment oui, bien sûr que oui, comme moi je rentre pas dans une date sans savoir le thème astral de quelqu'un, impossible. Je vais pas te discriminer, comme je vais pas me dire « Ah oui, je vais y aller » ou « Non, je vais pas y aller ». En fait, j'ai pas tant daté, honnêtement, mais bon. Reste que je serais pas quelqu'un qui serait discriminatoire par rapport à ça. Mon chum a une lune en bélier, puis je m'étais dit « Jamais de ma vie je vais dater une lune en bélier » and here I am. Mais reste que j'aime ça en être consciente. Comme, je veux avancer en connaissance de cause, OK? Sans nécessairement porter jugement, parce que, encore une fois, comme on a le libre arbitre, puis je trouve que, dépendamment du travail personnel que la personne a fait sur elle, dépendamment de comment elle décide de se gérer ou pas, il y a une grosse influence qu'il peut avoir sur le thème, là, justement, comme on peut voir quelqu'un avec le même thème astral, puis quelqu'un d'autre, dépendamment si cette personne est plus mature ou se gère juste mieux, mais techniquement, comme ça peut être une personnalité beaucoup plus agréable que l'autre et vice-versa. Donc, je ne condamne pas personne, mais
je regarde, j'analyse, j'observe. Puis, don't get me wrong, moi, au début, quand j'avais personne dans ma vie puis je datais pas, j'avais fait le thème astral idéal de l'homme que je voulais, hein, juste pour le fun, genre. Puis mon chum a vraiment pas ces placements-là. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas exactement ce qu'on veut ou ce qu'on a anticipé dans notre tête, puis d'être vraiment rigide là-dessus, ça nous limite, en fait, parce que mon chum, c'est littéralement mon homme parfait au niveau de son comportement puis de comment il est avec moi. Et pourtant, c'est vraiment pas ce que j'avais anticipé au niveau placement, fait que, voilà. Mais c'est ce que j'avais anticipé au niveau qualité. Fait que c'est pour ça que souvent, exemple, on a une consultation ensemble, puis des fois, j'ai certaines clientes qui me demandent « Ah, ce serait quoi, tu sais, le meilleur signe pour aller avec moi? » Puis c'est un peu normal de poser cette question-là, là, je comprends, mais je me limite pas à ça personnellement. Je regarde plutôt par rapport à votre thème astral, c'est quoi les qualités qui vous feraient sentir bien en couple? Parce que ces qualités-là peuvent ressortir dans le thème astral de plusieurs personnes, même si un qui est taureau, l'autre qui est bélier, l'autre qui est sagittaire, comme ça se peut que X soit là malgré tout, parce que ce gars-là, il a Soleil en Sagittaire, mais opposé Saturne. L'autre, il est Taureau, mais il y a une Lune en Capricorne. Puis l'autre, il est ascendant. Vous comprenez. Fait que bref, il y a tellement de nuances dans le thème astral que juste de s'arrêter sur les signes, c'est vraiment limitant. Mais j'essaie toujours de vous donner des non négociables là, au niveau de votre couple, à savoir qu'est-ce que vous devrez regarder chez quelqu'un pour vraiment être bien et être comblé. C'est de ça dont on parle en général quand on a des consultations, quand je regarde des 15 minutes même. Moi, perso, c'était de la sécurité émotionnelle, comme d'être rassurée, dont j'avais besoin. Mon chum est extrêmement comme ça. C'était quelqu'un de responsable que je voulais, quelqu'un sur qui je peux m'appuyer en mode pilier. Mon chum n'a pas de placement Capricorne, moi j'étais ça, j'avais daté un Capri, là, mais reste qu'il y a plusieurs placements vierges qui font en sorte que je peux m'appuyer sur lui, là. Tu sais, c'est un gars à l'heure, exemple, ou c'est un gars que quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Puis, ben, je cherchais quelqu'un de viril qui prend des initiatives, qui a quand même plus de fire que moi. J'ai Junon en bélier, hein, veux pas. Et donc, ça fait en sorte que j'ai besoin d'un gars qui lead, vraiment. Puis mon chum, c'est un leader, fait que voilà. Autre chose, on m'a demandé c'était quoi mon avis sur le karma, sur les anciennes vies, la réincarnation, etc. Évidemment, ça c'est quelque chose que je saurais jamais, là, comme j'aurais jamais la réponse parce que comme on est limité, on s'entend. Mais je pense profondément que surtout lorsqu'on étudie le thème astral, l'astrologie, la psychologie, etc., comme on voit où est-ce qu'on doit travailler plus dans cette vie. Puis je pense pas que c'est juste un one-time, là. Je pense pas que c'est juste « Ah, cette vie-ci, tu dois travailler ça. » Selon moi, c'est une accumulation de peut-être expériences, situations qu'on a eues dans d'autres vies. Et que là, c'est l'opportunité d'approfondir ce qu'on n'a peut-être pas réussi avant ou d'aller, voilà, comme expérimenter ces situations-là où ces bobos-là ou ces opportunités-là dans cette vie-ci. Parce qu'on le voit dans le thème astral, comme littéralement, c'est une map, un peu un manuel d'instruction de notre vie. Donc, on voit où est-ce qu'on a des lacunes, on voit où est-ce que le travail doit être fait, on voit où est-ce qu'on a des forces, comme ça vient de où, ça, c'est pas au hasard, selon moi, en tout cas. Fait que je pense qu'on choisit un peu cette incarnation-là, ou du moins, on se dit si on est prêt à aller expérimenter ça dans cette vie-là. Je pense aussi qu'on a un certain range, d'où notre libre arbitre, là, de peut-être aller dans le moins bon de cette incarnation-là, dans le moyen, dans le meilleur, tu sais, tout est relatif, on s'entend. Mais je pense que notre thème astral, c'est un peu le range qu'on nous donne. Puis à travers ça, on peut naviguer dans certaines hauteurs, certains niveaux. Mais je pense pas qu'on peut aller faire un 180 puis être complètement opposé de notre destinée, on va dire. Tout en laissant de la place au libre arbitre, je pense juste qu'on peut naviguer à travers les cartes qu'on nous donne de la meilleure façon possible, mais je pense pas qu'on peut changer de jeu complètement, si vous voyez ce que je veux dire. Puis le jeu, c'est un peu notre thème astral, selon moi. Fait que voilà, j'ai l'impression que les cartes qu'on a, c'est déterminé d'avant, de qu'est-ce qu'on a fait, de qu'est-ce qu'on a appris, des répercussions de nos choix. Et on peut toujours, voilà, choisir de mieux jouer ou choisir d'éprouver certaines choses ou de traverser certaines épreuves. Comme je pense sincèrement qu'il y a des choses qui sont écrites et qui sont destinées, mais je pense quand même qu'on a ce libre arbitre-là de naviguer à travers notre vie de la meilleure façon possible avec ce qu'on a. Aussi, je crois fortement qu'il n'y a rien qui passe inaperçu, qu'on fasse du mal dans cette vie-ci. Ça se peut qu'on n'ait pas les répercussions directes là, dans cette incarnation-là, mais probablement dans la prochaine. Ça, sans aucun doute, j'y crois. Même chose pour le bon qu'on fait dans cette vie. Je pense que, disons même qu'on n'en bénéficie pas ici, on va en bénéficier ailleurs, ça c'est sûr et certain. Il est 4h44 pendant que je dis ça en plus, mais voilà, je pense profondément que action-réaction, il y a toujours un ripple effect de qu'est-ce qu'on donne dans la vie. C'est pour ça qu'on est créateur, hein? Moi, je pense profondément ça. Donc, voilà.
Quelqu'un m'a demandé comment moi et mon chum on fonctionnait au niveau finance. Si vous le savez pas, mon chum et moi on habite ensemble. Fait qu'on se sépare le loyer. Lui, il prend plus de charges au niveau internet, hydro, ce genre de choses. Il a toujours un esprit super généreux. Honnêtement, mon chum, c'est une de ses plus belles qualités. Je vous dirais, il est super généreux au niveau de son affection, de son temps et aussi financièrement. C'est quelqu'un qui va me faire des cadeaux, ou qui va m'acheter des souliers ou des affaires comme ça, comme quand même souvent. Mais on se sépare beaucoup de choses. Honnêtement, moi, c'est quelque chose que je prends pas pour acquis, là. Financièrement, j'aime les hommes qui sont capables de provide, mais c'est pas nécessairement mes attentes que mon chum paye ma vie, là. C'est vraiment pas le cas. On se sépare beaucoup de choses. Des fois, c'est moi qui invite. Souvent, c'est mon chum qui invite. Mais je vous dirais qu'on est quand même très sains là-dessus. Les deux, on est travailleurs autonomes. Les deux, comme voilà, on pourvoit pour le couple, je dirais. Moi, j'ai toujours été la provider dans mes anciennes relations, puis mon chum aussi, OK? Dans le sens qu'on est deux personnes extra généreuses qui se sont un peu fait avoir, genre, OK? Fait que je suis quelqu'un qui prend vraiment pas ça pour acquis. Personnellement, la dernière chose que j'ai envie que mon chum sente, c'est qu'il est utilisé, hein? Je l'ai déjà dit, là, mais je pense qu'un homme a envie de se sentir utile, mais pas utilisé. Puis des fois, il y a une espèce de dialogue, là, sur les réseaux sociaux et tout, high value man, provider man, qui est comme... Il faut que ton chum te paye tes ongles, tes cheveux, ta bourse, tes sacs, tes voyages, etc. Comme, tant mieux, là, si c'est le cas. Mais moi, perso, c'est vraiment pas ça auquel je m'attends de mon chum. Perso, je suis plus le style de blonde qui veut que mon chum sauve de l'argent qu'en dépense, genre. Mais lui, c'est quand même quelqu'un qui est plus en mode non, on veut pas comme sauver là-dessus. Là, ça vaut la peine de payer la bonne qualité ou d'aller au bon resto au lieu de cheap out, tu sais. Ça aide mes placements Capri, on va dire, parce que bon, des fois, moi, je suis extra prudente sur certaines choses, puis lui, il est plus non, on va aller chercher les bonnes choses, on va investir dans les bonnes affaires, puis on s'équilibre bien là-dessus parce que depuis qu'il est avec moi, il économise plus, puis depuis que je suis avec lui, ben, je valorise plus les choses de qualité, on va dire. Fait que voilà, je trouve qu'on a un bon rapport par rapport à l'argent, les deux. Je pense que les deux, on se sent bien l'un avec l'autre aussi. Et c'est important d'avoir les mêmes genres de valeurs, ou du moins d'avoir un rapport à l'argent qui est pas similaire, parce qu'on a un rapport à l'argent différent, moi et mon chum, mais qui est très complémentaire, on va dire. Exemple, on est des gens qui aiment pas trop aller dans des bars ou des restos, mais on adore voyager, fait que des fois, on se permet plus de dépenser dans ces genres de domaines-là. Je pense que d'être quand même aligné là-dessus, ça aide. C'est pas obligatoire non plus, mais d'avoir comme des valeurs similaires au niveau financier, je trouve que ça aide un couple à être solide. Parce que sinon, si c'est décalé un petit peu, ben soit il y a une personne qui se sent insécure avec l'autre, ou soit peut-être il y a quelqu'un qui se sent utilisé, et vice-versa, là, tu sais, ça peut aller dans plein de sens. Mais d'avoir des valeurs similaires au niveau financier, au niveau familial, au niveau même religion, en tout cas, des piliers selon moi qui sont à ne pas éviter d'en parler, genre surtout dans les débuts et surtout quand ça devient sérieux. Bon, là on va tomber dans des sujets un peu plus astrologiques. Il y a quelqu'un qui m'a demandé combien de temps ça m'a pris pour devenir astrologue. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais quand même je vais faire un petit rappel là. Perso, j'ai appris l'astro, je dirais environ 2 ans avant de commencer à interpréter des thèmes astrales, OK? Puis le contexte, genre, je voulais pas devenir astrologue. J'étais juste complètement fascinée de l'astrologie. Fait que, tu sais, j'ai pris mon temps. Mais c'est environ après 2 ans là, que j'étais de plus en plus à l'aise à voir un thème astral puis figure it out, genre. Au début, j'étais complètement confuse. J'étais vraiment perdue. C'était compliqué de savoir par où je commence, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça veut dire. Genre, je suis pas sûre. Parce qu'on s'entend que ça peut être vraiment mélangeant, là, interpréter un thème astral versus juste lire des livres sur le sujet. Fait que bref, ça m'a pris 2 ans d'apprentissage, on va dire, à mon rythme. Là. Encore une fois, je n'étudiais pas pour devenir astrologue du tout. J'étais plus en mode curieuse puis complètement fascinée, passionnée. Puis après, ben, par essai-erreur, en faisant des thèmes astrales de gens que je connaissais, tu sais, ils étaient comme « Oh my God, c'est bien nice, ça, t'es bien bonne, si, ça. » Puis j'ai comme un peu pris confiance en mes aptitudes, en fait. Et puis, ben, j'ai développé ça, puis je me suis mis sur les réseaux sociaux et voilà, on est rendu maintenant. Mais pour tous les gens qui ont envie de devenir astrologue, sachez que le syndrome de l'imposteur, là, il est resté longtemps avec moi. Sinon pas, il est encore là à ce jour. Genre, surtout qu'on est quelqu'un d'exigeant envers soi, ou surtout quand on veut être quelqu'un de compétent puis de perfectionné, là, disons, c'est rare de se dire « Ah oui, là, j'ai atteint le standard que je voulais, next ».
Comme moi, j'ai toujours l'impression que je pourrais être meilleure, j'ai toujours l'impression que je pourrais faire mieux, comme j'ai toujours l'impression qu'il m'en manque puis que j'en sais pas assez, même à ce jour. Fait que si ça peut encourager les gens à se dire, check, c'est un travail qui se perfectionne au courant d'une vie. C'est pas un produit fini, l'astrologie, là. Il y a toujours des compétences, des sujets, des informations qu'on peut assimiler de plus et perfectionner notre art d'analyse. Puis moi, quand j'ai commencé puis j'ai changé mon mindset un petit peu là-dessus, là, je me suis dit, check, peut-être que je connais pas tout, peut-être que je suis pas académiquement la plus calée en astro, mais je sais que je peux amener de la valeur à quelqu'un qui en connaît moins que moi. Donc, je vais me lancer, je vais m'essayer, puis en effet, j'ai amené de la valeur à des gens qui juste s'y connaissaient pas en astro. Fait que même si vous avez des petites connaissances, vous pouvez déjà être une référence pour quelqu'un qui en a pas du tout. Fait que d'enlever ce côté-là perfectionniste, un peu syndrome de l'imposteur, justement, qui est jamais assez à la hauteur, là, de se calmer là-dessus, je pense que ça peut juste aider à se lancer puis à s'améliorer avec l'expérience parce qu'au final, on a beau lire tous les livres du monde, apprendre toutes les notions possibles, mais c'est lorsqu'on est confronté à notre cliente, qu'on se met à sa place, qu'on communique de la façon que ça va être bien reçu, que c'est là qu'on gagne l'expérience, pas juste en lisant des livres. Quelqu'un m'a demandé si on pouvait avoir notre ascendant si on connaissait pas notre heure de naissance. En général, non. Mais si jamais on a une idée, si on est né le matin, le soir, on peut toujours essayer d'estimer ensemble, comme avec une astrologue, là, à savoir comme, OK, c'est quoi ta première impression? Tu sais, comment les gens te perçoivent en général. Mais dites-vous que l'ascendant change de degré à chaque 4 minutes. Ça prend 2 heures de changer de signe. Fait que en 2 heures, dans le fond, l'ascendant change de signe. Fait que si jamais on sait qu'on est né le matin, puis que vu que l'ascendant change à chaque 2 heures, ben disons pour que ce soit encore considéré le matin, là, peut-être qu'on peut regarder de 4 heures du matin jusqu'à midi, genre. Puis là, on va avoir quelques possibilités d'ascendant seulement, puis on peut poser des questions à la personne pour savoir, tu sais, déterminer un petit peu dans lequel elle se reconnaît le plus, mais on s'entend que c'est estimé, ce sera jamais l'ascendant précis de la personne. Quelqu'un m'a demandé si jamais le soleil est seul dans un signe, il n'y a pas de conjonction, il n'y a pas d'aspect, de ce que je comprends aussi, qu'est-ce que ça veut dire comme impact? Ben c'est que l'identité, c'est vraiment clair, OK? C'est le soleil en signe, il n'y a pas tant de nuances, il n'y a pas tant de challenge au niveau de l'identité non plus. C'est pas mal plus to the point, OK? Fait que si on a un soleil en bélier puis il est vraiment juste soleil en bélier, l'identité va devoir se développer dans les qualités du bélier pour que la personne se sente accomplie, mais il n'y a pas de nuance, il n'y a pas comme, voilà, de complexité là-dedans, c'est plus straightforward. Quelqu'un d'autre m'a demandé c'était quoi l'impact des planètes de l'autre personne dans nos maisons personnellement en synastrie. Fait que, tu sais, si on regarde 2 thèmes astrales, où est-ce que le soleil de cette personne-là tombe dans la maison de l'autre personne et toutes les autres planètes, tu sais, on les regarde toutes en fait. Puis techniquement, c'est que la planète d'une personne va venir mettre de l'accent sur le domaine de vie de la maison du thème astral de l'autre personne. Fait que si, exemple, les planètes de quelqu'un tombent dans la maison 12 de l'autre personne, comme beaucoup de planètes en maison 12, ça va être un lien peut-être un peu télépathique avec cette personne-là, ça va être un lien peut-être un peu plus, je veux pas dire caché, mais tu sais, où est-ce qu'on est plus dans l'introspection avec cette personne-là, ça fait ressortir peut-être nos peurs profondes, peut-être qu'on peut parler de psychologie ensemble, de spiritualité, mais c'est les éléments de la maison 12, dans le fond, qui vont ressortir à travers ce lien-là pour la personne qui a ce domaine-là de vie accentué, OK? Fait que pour la personne où est-ce qu'on regarde les maisons dans lesquelles ça tombe, c'est ça que ça va faire ressortir dans sa vie. Puis c'est quand même intéressant à regarder en synastrie, peu importe quel genre de lien, hein. Ça peut être une amie, ça peut être un couple, ça peut être un partenaire de business, mais pour voir, OK, qu'est-ce que ça va mettre en lumière, en fait, cette union-là? Puis aussi, bien sûr, au niveau synastrie, juste de voir les aspects entre les planètes, on en apprend énormément sur cette union-là. Mais disons, les gens qui font ressortir nos maisons 8, nos maisons 12, on sait que ce lien-là a une profondeur un peu plus creuse que d'autres liens. On sait que peut-être nos traumas ou nos insécurités ou peut-être l'intimité, exemple émotionnel, va ressortir, que ce soit dans le bon ou dans le pire. Les gens que leur placement tombe dans notre maison 10, là, puis que ça touche vraiment beaucoup la maison 10 de la carrière, exemple, ben ça se peut que ce soit des gens qui nous aident à réussir ou des gens qui ont un impact au niveau professionnel pour nous ou des gens qui nous aident à prendre plus confiance dans notre métier ou des gens qui parlent plus de business avec nous, tu sais, peu importe, mais l'aspect carrière va ressortir. Disons même qu'on est en couple avec cette personne-là, ben peut-être qu'on va être un power couple un petit peu ou peut-être que notre conjoint peut nous aider à donner confiance à nos compétences au niveau professionnel.
Si, exemple, les planètes de l'autre tombent dans notre maison 4, ben peut-être qu'on aura envie de fonder une famille avec cette personne-là. Peut-être que ce sera notre safe space, qu'on se sentira confortable un peu dans un cocon avec cette personne-là. Ou peut-être qu'elle nous rendra plus émotifs, peut-être qu'elle viendrait faire ressortir notre monde émotionnel un peu plus, qu'elle nous challenge à ce niveau-là, qui sait. Vous comprenez un petit peu le principe, c'est ça qu'on peut regarder en synastrie. Moi, j'aime plus regarder les aspects de planète là, pour voir les dynamiques vraiment, mais si on veut approfondir puis regarder un peu plus, OK, mais c'est quoi les sujets principaux qui vont ressortir dans cette union-là? Ben, on peut regarder les placements en maison, comme les placements de un dans les maisons de l'autre. Quelqu'un qui m'a demandé si les placements vierges étaient faits pour l'entrepreneuriat, puis je pense qu'il n'y a pas de réponse comme claire et nette. Il faut regarder le thème astral de la personne. C'est plate à dire, là, mais c'est ça la vraie réponse. Les placements qui sont faits pour l'entrepreneuriat, en fait, ça va être des gens qui sont capables de prendre des initiatives, qui sont capables d'être assez organisée. Exemple, la Vierge est assez organisée pour tenir une entreprise par elle-même, mais des fois, elle est extra prudente, elle peut douter ou elle peut avoir besoin de certitude avant d'être capable de commit à quelque chose. Fait que, tu sais, pour lancer un projet, pour être entrepreneur, il faut quand même être pas trop averse au risque, ou du moins être capable de gérer l'instabilité, chose que la Vierge n'est pas de nature. Mais si on voit que cette personne-là a une lune en bélier, puis peut-être Mars en Capricorne, bien on voit qu'elle serait capable d'oser, OK, grâce à sa lune en bélier, d'aller vers l'action, puis peut-être d'être assez persévérante avec son Mars en Capricorne pour, effort après effort, atteindre ses buts. Fait que oui, les vierges peuvent être entrepreneurs et non, les vierges ne peuvent pas être entrepreneurs, comme ça dépend vraiment, vraiment du thème personnalisé de la personne. Puis honnêtement, on n'est pas obligé d'avoir un thème d'entrepreneur pour l'être non plus, là. Faut juste croire en soi, croire en son produit ou son service, puis y aller avec des étapes, avec de la persistance. Selon moi, tout le monde peut l'être. C'est juste que c'est sûr qu'il y a du monde qui ont besoin de plus de sécurité ou qui ont besoin de plus de stabilité, puis on s'entend que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas fait pour tout le monde, mais je pense sincèrement que si quelqu'un est vraiment motivé ou si quelqu'un est vraiment persuadé ou si quelqu'un a envie de l'être, elle peut. Point. Quelqu'un d'autre m'a demandé, en fait, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a peur face à un transit astrologique? Parce que des fois, oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent être épeurantes, là, surtout sur Google, genre, c'est quoi ce transit-là? Ben, des fois, c'est genre, un deuil, une mort, une séparation. Puis t'es comme, OK, nice. Mais moi, c'est vraiment pas comme ça que je vois ça. Souvent, j'essaie de trouver l'impact psychologique, comme la leçon ici qui doit être apprise à travers ce transit-là. Parce que je vous promets que oui, des fois, ça vient avec des grosses situations, mais très souvent, c'est plus comme le développement interne qui importe, je trouve. Et le plus qu'on est conscient de ça, le plus qu'on n'a pas besoin d'un choc, en fait, dans notre vie. Et ça aide énormément de savoir c'est quoi le meaning derrière la situation, disons même qu'il y en a une. Comme ça, on avance en connaissance de cause, puis on se sent beaucoup moins comme pris par les événements ou ramassé par la vie parce qu'on comprend le sens de ça. C'est souvent ça qu'on fait là, en consultation ensemble. On approfondit sur la symbolique de cet événement-là, pas juste sur « Ah, moi j'anticipe que tu vas te séparer comme jamais, là, je vais dire ça ». Parce qu'en fait, on le saura jamais, on sait jamais concrètement comment ça va se manifester, c'est beaucoup trop complexe puis ça dépend énormément des personnes, mais on le sait c'est quoi la leçon fondamentale en fait d'un transit. Tu sais, exemple, Uranus, c'est de libérer, c'est de innover la chose que ça touche, la planète que ça touche. Pluton, c'est de transformer, c'est de faire un reset, un avant-après, mais ça veut pas dire que ça va se manifester de la même façon dans la vie de différentes personnes. Donc, de comprendre la fondation de la leçon ou juste du message que l'univers, quote-unquote, nous envoie. Mais c'est comme ça, je trouve, qu'on peut traverser à travers n'importe quel transit. Bon, toujours sur une note astrologique, quelqu'un m'a demandé comment je peux savoir si je suis compatible avec quelqu'un sans nécessairement tout analyser, là. Mais si vous le savez pas, j'ai un workshop astro-compatibilité que j'ai fait il y a longtemps. Je pense que c'est mon premier workshop que j'ai sorti en 2023, si je me trompe pas. Puis je parle d'une façon facile de regarder la compatibilité au niveau élémentaire. Je pense qu'il coûte 40$ seulement, ce workshop-là. Si jamais ça vous intéresse, ça donne des bonnes bases pour juste comparer vite. Puis je vous donne des exemples, je vous explique là-dedans. Puis sinon, c'est sûr qu'il y a Astrolove, là, si vous voulez aller en profondeur puis vraiment comprendre, genre, le mécanisme de fonctionnement relationnel du gars ou de la femme que vous avez en face de vous, ben vous pouvez juste sortir son thème astral puis comprendre en profondeur. Mais si jamais vous voulez voir comme d'une façon plus rapide, je vous dirais que les éléments, comme exemple Vénus en signe de feu, puis là, moi, j'ai Mercure en signe de feu. OK, bon, on peut se comprendre peut-être un petit peu plus. La communication peut être facilitée d'une façon plus harmonieuse. Tu sais, ce genre de choses plus évidentes, plus faciles, sans nécessairement approfondir, se l'est dans ce workshop-là.
Fait que ça peut être une bonne façon de commencer, là, de comparer un peu les éléments ou de comparer un peu les placements astrologiques. Puis encore une fois, là, on n'est pas obligé d'avoir une compatibilité parfaite, là. C'est juste de comprendre c'est qui la personne en face de nous, comme c'est quoi son manuel d'instruction, puis c'est quoi le nôtre, et à savoir si on trouve que ça peut marcher ou pas. Bon, évidemment, on peut faire un 15 minutes aussi. Évidemment, on peut faire une rencontre de 1 heure puis se garder du temps pour ça, bien sûr. Mais quand même, je pense que d'apprendre à regarder ça, surtout si on est célibataire puis on commence à dater, là, ça peut être vraiment pratique de prendre Astrolove ou de prendre le workshop de compatibilité comme ça. On a un outil au lieu de me demander à chaque fois. Vous avez l'outil à faire par vous-même. Je trouve que ça peut aider, bien sûr. Quelqu'un d'autre me demandait pourquoi j'ai l'impression de ne pas être mon signe astrologique. Puis, si vous m'écoutez, vous le savez que souvent, ça va avoir rapport aux aspects dans votre thème astrologique. Peut-être que vous êtes balance, mais que votre soleil est conjoint Mars. Fait que vous ne vous reconnaissez pas dans les trucs de juste l'harmonie puis le people pleasing parce que vous êtes quelqu'un qui vous impose un peu plus ou qui êtes plus dans l'action et non l'indécision. Mais aussi, peut-être que vous êtes balance, justement, puis vous avez plein de placements scorpion. Fait qu'au lieu d'aimer tout le monde, vous doutez de tout le monde. Fait qu'en gros, il y a énormément de nuances dans un thème astral. Essayez de l'ouvrir, d'aller le regarder. Contentez-vous pas de juste regarder votre signe solaire. Si vous m'écoutez, là, j'imagine que vous avez déjà checké votre thème astral, mais si c'est pas le cas, faites-le. Puis sinon aussi, notre soleil, c'est pas juste nos traits de personnalité. C'est entre autres ce qu'on doit développer comme qualité pour se sentir vraiment accompli et soi-même. Fait que certains béliers seront pas assumés. Il va falloir qu'ils développent leur prise d'initiative puis leur côté de s'imposer dans la vie, genre de gagner en affirmation d'eux, ça fait partie de leur destinée. Fait que ça veut pas dire qu'on est bélier, qu'on est censé foncer de la tête baissée dans tous les murs, comme c'est quelque chose qui s'apprend de prendre l'initiative, exemple. Comme le but du soleil, c'est de se sentir accompli et non nécessairement d'être un trait de personnalité, genre. Fait que si jamais vous vous sentez un petit peu à côté de votre soleil, c'est bon à regarder, mais c'est quoi un soleil, exemple en bélier? Puis comment je peux me rapprocher doucement de cette énergie-là pour que je me sente bien avec moi? Niveau plus mindset, maintenant, quelqu'un m'a demandé c'est quoi le bon mindset pour créer de l'abondance, OK? Je pense que n'importe qui peut bénéficier de plus d'abondance dans sa vie, que ce soit au niveau de la liberté, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau juste d'attirer des opportunités à soi. Fait que très, très, très souvent, quand on n'attire pas exactement ce qu'on veut dans notre vie ou quand on est un peu à un plateau où on stagne ou on progresse pas, en fait, à ce niveau-là, c'est qu'il y a une espèce de peur subconsciente qui est là, OK? Et des fois, c'est subconscient, justement. C'est pas quelque chose qu'on a dans notre attention nécessairement, mais d'aller gratter dans le pourquoi peut-être on n'aurait pas ce résultat-là, ça peut nous aider à aller voir la peur qui bloque, en fait, énergétiquement ce qu'on veut. Exemple, si on veut réussir au niveau de l'entrepreneuriat, mais on a une peur d'être vu, hein? On a une peur fondamentale de se mettre sur les réseaux sociaux, même si on se met sur les réseaux sociaux. Peut-être on a peur que nos ex-amis nous jugent, peut-être qu'on a peur que nos collègues se disent quelque chose, puis là, ça réduit un peu notre énergie par rapport à ça. On attire moins parce que c'est comme si on le voulait pas tant que ça, finalement, l'abondance, parce que ça vient avec des répercussions qu'on n'a pas envie de vivre. Mais dans notre tête, on se dit, ben oui, je veux être autonome, ben oui, je veux réussir, ben oui, je veux vivre comme de mon métier, tu sais, comme je veux vivre de mon projet, disons. Mais au final, tout ce que ça implique, peut-être que ça nous fait douter et peut-être que ça nous laisse dans notre zone de confort, justement. Il y a un gros épisode de podcast là-dessus dans la diète mentale. C'est un podcast exclusif qui s'appelle « On attire ce qu'on est, pas ce qu'on veut ». OK, c'est l'épisode 32. Puis il y a des exercices aussi à faire en lien avec tout ça parce que on a beau vouloir, OK, c'est pas ça qu'on va manifester, c'est qu'est-ce qu'on est. Fait que qu'est-ce qu'on est? Nos peurs, nos insécurités, notre personnalité. Fait que si ça change pas, si on vient pas se reprogrammer là-dessus, mais c'est ça qu'on va recevoir, pas nécessairement notre désir. Et c'est pour ça que c'est tellement important de changer sa fréquence, OK? De même si on est dans la même réalité, même si on n'est encore pas entrepreneur et tout, mais de shifter doucement avec un mindset qui ressemble à la personne qu'on veut être, avec des habitudes que la personne qu'on veut être fait. Puis c'est fatigant, je le sais, là, c'est toujours la même maudite affaire, mais ça fonctionne. C'est pas pour rien que comme tout le monde en parle, c'est parce que it works. Moi, moindrement que je commence à moins m'entretenir, que ce soit au niveau physique ou au niveau mental, je vous jure que ça paraît dans mes résultats comme de business. Fait que, tu sais, on se dit « Ah, mais non, ça n'a pas rapport, tu sais, c'est pas le même domaine. » Mais littéralement, c'est parce que j'entretiens pas la femme qui tient le business que je veux quand je le fais pas, justement. Mais quand je fais mes EFT, quand je fais mes affirmations, quand je pense à de la gratitude le matin au lieu de juste comme scroller sur mon téléphone, je vous promets qu'en faisant rien de plus, je fais plus de ventes.
Puis c'est plate à dire à quel point on minimise le pouvoir énergétique de la vie, là, quantique, etc. Mais moindrement qu'on shift notre énergie, notre réalité shift. Puis c'est dur à conceptualiser dans notre tête de comme humain 3D, on va dire. Mais reste qu'on reflète vraiment qu'est-ce qu'on est. Fait que si on veut changer qu'est-ce qu'on voit, faut vraiment qu'on change qu'est-ce qu'on est comme personne. C'est pas juste en se disant « Ah oui, je vais changer » que ça change, là, on s'entend. Faut faire des efforts, c'est-à-dire se reprogrammer, même si on le sent pas, même si on le feel pas, de s'efforcer, malgré tout, à faire le travail au niveau mindset. Je vous promets que même si on sent que ça marche pas, comme l'accumulation de ces efforts-là finissent toujours par payer. Puis c'est pas pour rien que ça s'appelle la diète mentale, hein. Qu'est-ce que je fais? C'est comme quand tu vas au gym, c'est comme une diète, comme c'est pas au début que tu vas voir des résultats, c'est en l'entretenant, puis d'avoir quelque chose de viable à long terme, hein. Justement, c'est pas une crash diet là, dont je parle, c'est quelque chose qui nous fait sentir en santé, qui entretient notre corps, puis qui va finir par montrer des résultats qu'on va pouvoir tenir avec le temps. Mais c'est la même chose au niveau physique qu'au niveau mental, selon moi. Fait que c'est pas pour les quick fix, c'est pas genre « Ah oui, tu penses à ça, tu vas l'avoir. Ah, tu manges une salade, tu vas maigrir. Ah, tu fais 2 abdos, ben tu vas avoir un six-pack. » Comme non. Mais avec des outils pour s'entretenir au niveau mental, notre réalité change. Même chose que des outils pour s'entretenir au niveau physique, ben notre look, notre corps va changer aussi. Avec le temps, avec des efforts cumulés, ça arrive tout le temps. Faut pas se saboter, par exemple. On a beau aller au gym, mais si on mange comme de la scrap, ça va être bien plus dur d'avoir des résultats. Même chose que on a beau faire nos affirmations, nos reprogrammations, mais si pendant la journée, on retombe dans nos mêmes patterns, puis on pense que ça marche pas, puis on doute, encore une fois, ben nécessairement, ça va arriver beaucoup plus lentement que si on a la foi. Puis de le faire par soi-même, des fois, c'est pas évident. C'est pour ça que je suis là, OK? Au niveau mental, je suis là pour vous aider à vous entretenir, à vous donner comme de la nourriture mentale à chaque semaine. C'est pour ça que la diète mentale, c'est un abonnement, là, où est-ce que je remplis ça de contenu à chaque semaine, puis vous pouvez les utiliser à bon vous semble. Même chose que si on est vraiment sérieux au niveau de la perte de poids ou, je sais pas, de devenir comme fit, d'engager quelqu'un pour nous aider à nous supporter ou d'être dans un groupe qui fait la même chose ou de s'entourer d'amis là, qui sont un peu sur la même vibe, mais ça aide. Parce que des fois, de le faire toute seule, c'est pas toujours évident. Même chose au niveau du mindset, on a beau vouloir, mais de s'équiper d'outils, on va dire, pour s'aider, c'est sûr que ça nous fait progresser bien plus vite. Bon, fait que je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui, mais j'ai vraiment aimé ça répondre à vos questions. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous en avez, vous pouvez toujours m'écrire par DM hein, sur le moment même, comme ça je les accumulerai au pire et je répondrai à ça dans d'autres podcasts. Qui sait, j'aime bien faire un Q&A de temps en temps pour catch-up. Et puis, ben, j'espère que vous avez aimé l'épisode. N'hésitez pas à me le dire en DM ou quoi que ce soit, hein, si jamais vous avez aimé ça. Moi, ça me fait toujours plaisir de lire vos messages. Et puis, on se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the ipso à l'intérieur de vous.